à moi revient l'honneur et le privilège. Je remercie l'organisation de m'avoir proposé de partager avec vous une expérience de classe renversée dans cette matinée qui était consacrée aux stratégies de formation. Donc, peut-être la question que vous allez vous poser. Donc, je m'appelle Jean-Charles Caillé, je suis vice-président en charge de l'innovation à l'Université catholique de Lille, mais je suis surtout un prof bizarre. En fait, un prof bizarre depuis peu de temps, parce que pendant à peu près 25 ans, j'ai enseigné de manière classique. On va dire que j'étais un prof normal, et depuis 12-13 ans, voilà un peu ce qui se passe. J'ai décidé de transformer ma classe en autre chose. Donc vous pourriez vous demander quel est le rapport entre une classe, donc à l'université, pour ma part ce sont des étudiants en 3e année de licence, mais cette méthode se pratique à tout niveau. Quel est le rapport entre une classe et une entreprise? Eh bien tout simplement, l'idée est venue de transformer la classe en start-up, de dire aux étudiants finalement... vous êtes peut-être un peu trop consommateur, vous écoutez le cours, vous prenez des notes. Beaucoup de mes étudiants sont plutôt scolaires. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'était de passer un peu à autre chose. Non pas d'abandonner le cours magistral, parce que j'ai toujours des séquences de cours magistraux. Je vais vous en montrer quelques-unes de manière très courte. Le cours magistral, c'est une excellente façon de transmettre de l'information. Et quand les élèves et l'enseignant sont bien concentrés, c'est une très bonne façon d'apprendre. Mais il y a une saturation, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc l'idée de cette classe renversée, ça a été de créer des interactions entre les élèves, de créer des communications. Une des compétences majeures attendues, sociétales, c'est la capacité qu'a un collègue d'aider un autre collègue dans l'entreprise. Donc on s'est rendu compte qu'un élève qui aide son camarade de classe, ça devient plus tard un collègue qui va aider aussi ses collaborateurs en entreprise, quelle qu'elle soit. Donc cette méthodologie que je vais résumer en une vingtaine de minutes, le but, c'est pas seulement que les élèves réussissent mieux aux examens ou qu'il y ait moins d'échecs scolaires. Le but, c'est qu'il y ait un véritable travail collaboratif, que finalement, on transforme la pédagogie en péragogie. Autrement dit, que les étudiants apprennent autant par eux-mêmes, entre eux, qu'avec l'enseignant. Donc l'idée qui est venue, ça a été de dire, on ne va pas faire des classes inversées ou des classes je ne sais quoi, on va créer une classe qui est renversée. Autrement dit, on est parti de l'idée que la meilleure façon d'apprendre, c'était d'enseigner. D'ailleurs, c'est pour ça que j'explique à mes élèves, je suis si bon en génétique, c'est parce que ça fait à peu près 35 ans que je redouble, donc le cours, je finis par le connaître, et donc je suis capable de répondre à leurs questions. Donc j'ai dit à mes étudiants, pour vous donner une idée, ils sont à peu près 80, c'est une classe de 80 élèves depuis 12 ans. Je leur ai dit, si vous êtes capable de m'enseigner la génétique, eh bien moi, je vais pouvoir regarder, m'apercevoir si vous êtes capable de la comprendre. Donc les étudiants n'ont pas de cours. Alors c'est un cours magistral. Les étudiants vont construire tout par eux-mêmes. Vous allez le voir, ils vont construire même jusqu'à l'examen. Donc les étudiants sont au tableau. En fait, ça ne se passe pas exactement comme ça. On a monté un travail collaboratif. D'ailleurs, je leur ai dit, c'est une sorte de start-up, la classe. On va construire une entreprise, une micro-entreprise qui construit de la connaissance en génétique. Donc, il y a de la production. On produit des chapitres de génétique. Il y a de la communication, il y a du rejet, du rebut. Il y a aussi de la publication. Donc, les élèves sont regroupés en équipes de 6 avec des niveaux complémentaires. Donc, on a bien mélangé dans chaque équipe. Donc, vous imaginez, j'ai une douzaine d'équipes de 6 élèves. On a bien mélangé des étudiants avec de très bons niveaux scolaires, moyens, plus faibles, les garçons, les filles. Et on a même séparé les affinités, de manière à ce que chaque étudiant a son meilleur ami, son meilleur collègue dans une autre équipe. Et puis, on a créé dans la méthodologie des outils, des exercices de travail co-élaboratif, ce qu'on appelle du co-design, mobilisant l'intelligence collective. Parce que ce n'est pas tout de dire aux étudiants « vous faites tout par vous-même, je ne fais plus rien », parce qu'en réalité, c'est une autre construction. Donc vous voyez par exemple que comme dans une entreprise, avec des ateliers que l'on peut faire en entreprise ou en institution, on va mélanger différents niveaux hiérarchiques. Donc moi, ça m'arrive d'animer des ateliers en entreprise, mais avec mes élèves, je considère qu'ils n'ont pas tous le même niveau en génétique. Et donc, je m'arrange pour que ceux qui ont un meilleur niveau aident ceux qui ont un plus faible niveau. Et pour cela, je vais leur donner des notes collaboratives, des notes communes. Un peu comme une équipe de sport collectif, tout le monde gagne la coupe, mais tout le monde n'est pas rentré sur le terrain, tout le monde n'a pas marqué de but. Eh bien, les étudiants s'engagent parce qu'ils vont tous travailler pour la même note, par équipe.
Alors, ils commencent par construire le plan. Donc, les étudiants vont construire le plan du cours. Moi, je ne leur donne que les titres des chapitres. Admettons que j'étais prof d'histoire-géographie, j'aurais dit, on va étudier Napoléon. Expliquez-moi pourquoi il a gagné à Waterloo. Non, c'est le contraire. Et pourquoi il a perdu à Austerlitz. C'est l'inverse. Et donc, les étudiants vont construire le plan des chapitres. Alors, dans mon cours, ils vont travailler sur les virus, les bactéries, la vaccination. Il y a du coronavirus, du VIH, tout ce que vous imaginez. Travailler sur des mutations. Ils construisent le plan en équipe et moi, je valide le plan. Je leur permets aussi de se connecter. Donc, il n'y a pas de cours. Je ne leur distribue pas de poly. Je ne vais pas devant eux faire le cours pendant les 2 heures. Par contre, ils vont se connecter. Ils travaillent avec leurs ordinateurs, leurs tablettes, leurs téléphones. Donc, ils travaillent sur des documents collaboratifs. Ils doivent trier, réfléchir. Je vais leur expliquer comment on trie avec discernement et comment on met une référence bibliographique. Donc, pour cela, ils vont utiliser un document collaboratif, un type de Google Drive, mais il y a d'autres systèmes. Et donc, ils coécrivent le cours en équipe. Chaque équipe voit ce que les autres équipes écrivent. On peut le faire en présentiel et en distanciel. Pendant la période de confinement Covid, tout a été réalisé en distanciel. Et donc, ils sont capables d'écrire. Et quand ils ne comprennent pas ce qu'une autre équipe écrit, eh bien, ils surlignent. Autrement dit, le copier-coller est permis, mais ça doit être du copier-coller intelligent. Tout ce qui est copier-coller non compris est surligné par les autres. Et donc, finalement, il faut recommencer. Donc ça, c'est un usage intéressant. Et puis, depuis 2 ans, j'ai un nouvel élève dans ma classe qui s'est invité, l'intelligence artificielle. Donc, depuis 2 ans, mes étudiants utilisent ChatGPT, Copilot, entre autres. Et donc, ils vont l'utiliser pour aller chercher de l'information. Mais comme il n'y a pas de référencement, ils l'utilisent davantage pour comprendre l'information. Et donc, on a fait des enquêtes dans mon université, comme ailleurs. Il n'y a que 10% d'étudiants, voire 15 maximum, qui vont utiliser l'intelligence artificielle de manière inintelligente, juste pour copier-coller sans comprendre. Plus de 80 à 80% des étudiants utilisent l'IA, comme peut-être vous et moi l'utilisons dans notre domaine de compétences, avec du chat, du prompt, du génératif. Parce que ce qui est intéressant dans l'IA, c'est pas le IA, c'est le IA génératif. Donc, mes étudiants utilisent l'IA pour co-construire les cours et vous allez le voir, ils l'utilisent même à l'examen. Pendant l'examen final, ils peuvent utiliser l'IA. Donc, quelques photos juste pour sortir un peu des dessins, dont je précise qu'ils sont tous originaux. Vous avez ici, par exemple, certains de mes étudiants en îlot. Donc, ma salle de classe ressemble à un réfectoire où il y a des îlots. En fait, prenant l'image de l'entreprise, j'ai des business units un peu partout et elles produisent des cours. Donc une BU va produire par exemple des chapitres sur les structures virales, une autre business unit va produire des chapitres sur la vaccination, une autre sur le génome. Les étudiants deviennent spécialistes de leur domaine et ensuite on les fait changer d'équipe. Ici, par exemple, très vraisemblablement, c'est un étudiant d'une équipe qui explique à des élèves d'une autre équipe ce qu'ils ont commencé à coproduire dans le cours. Et puis, comme je suis le seul élève de la classe, parce que figurez-vous que depuis 12-13 ans, je ne corrige plus de copies. Par contre, j'ai des devoirs à faire à la maison, puisque mes 80 profs me donnent des devoirs. Et pour cela, on utilise un Moodle, donc en ligne, donc avec des forums. Donc, ils déposent leurs cours. Moi, je dépose mes questions et je réponds à leurs questions. Ça ne va pas vous étonner si je vous dis que depuis 2 ans, ils utilisent l'IA pour me poser des questions. Eh bien, moi, j'utilise l'IA pour répondre aux questions. Donc maintenant, ils en sont peut-être à vérifier que je ne triche pas avec l'IA pour répondre de manière correcte à leurs questions. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on est en classe, en direct, en face à face, le niveau de leurs questions n'est pas toujours très élevé. Par contre, quand je communique avec eux à distance, je peux vous dire que j'ai l'impression parfois qu'un prix Nobel de génétique me pose des questions un peu compliquées. Donc ici, vous avez par exemple des élèves avec des tableaux. Donc nous avons des tableaux interactifs et des tableaux classiques. Ce matin-là, je me souviens très bien, je suis arrivé dans la classe, je leur ai dit, écoutez, vous êtes 12 équipes, ça tombe bien, j'ai 12 questions. Et donc, ils ont eu un quart d'heure pour répondre à leurs 12 questions, à mes 12 questions. Et puis, au bout du quart d'heure, même s'ils n'ont pas terminé, on organise un forum. C'est-à-dire que les élèves, pendant une demi-heure, peuvent aller d'un tableau à l'autre, aller poser des questions à d'autres étudiants qui ont résolu le problème. Et moi, ce que j'ai observé de vraiment très intéressant dans cet exercice, c'est 2 choses. La première, je m'y attendais. Les élèves m'ont dit, quand on explique quelque chose à un camarade de classe, on comprend mieux. Le fait d'expliquer nous aide à comprendre. C'était l'idée de départ. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Mais il y a un deuxième effet qui est apparu de manière très originale,
Ils m'ont dit, quand on écoute un camarade de classe expliquer quelque chose de compliqué que nous, on ne connaît pas, ça nous perturbe. Il n'y a pas de raison qu'il le sache et pas nous. Donc, on a envie d'arriver au même niveau. Alors que quand on entend le prof expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas, on se dit, bah, après tout, c'est le prof. Je ne suis pas à son niveau. Et donc, ça les motive. Ils se disent, il n'y a pas de raison de me faire expliquer quelque chose que lui a compris, sous-entendu que moi, je suis un peu plus bête que lui. Donc, ça les motive doublement. Donc, les étudiants vont au tableau, hein, puisqu'après tout, je leur ai demandé d'être les enseignants. Ils vont au tableau, ils font le cours. Mais vous vous rendez bien compte qu'en 2 heures de cours, ils n'ont pas le temps de parler pendant 2 heures comme un prof. Donc, ils n'ont pas le temps de faire tout le cours. Donc, ce que je fais, c'est que je les envoie au tableau, soit 1 ou 2 étudiants devant toute la classe, ou alors j'ai 12 tableaux, on peut faire 12 petits cours en parallèle, mais je ne les fais travailler à l'oral que sur les parties fondamentales. Autrement dit, quand on innove en pédagogie, ou quand on travaille avec des méthodes différentes, on ne peut plus remplir le crâne comme on faisait avant. C'est-à-dire que je ne peux pas parler pendant 2 heures pour qu'il gratte pendant 2 heures. Donc, sur mes 2 heures de cours, je vais réfléchir quels sont les 2/3, 3/4 de notions les plus importantes, quitte à ne pas parler de tout le cours, parce que de toute façon, ils n'ont pas tous le même niveau pour le comprendre. Donc, on travaille sur les fondamentaux, ce qui permet aux étudiants d'avancer à leur niveau, à leur vitesse. Et donc, par contre, comme il y a un programme, parce qu'ils sont en licence et ils doivent passer en maîtrise, en master, eh bien là, il y a certaines notions qui sont obligatoires. Donc, dans la production de leurs cours, il y a des parties qui sont colorées d'une certaine manière ou des questions qui n'ont pas les mêmes couleurs. Exemple, question rouge, très pointue, ça ne tombe jamais à l'examen. Par contre, si demain tu veux être chercheur ou faire un master en biologie, recherche, tu dois connaître les réponses aux questions rouges. Et les questions bleues ou les questions noires, selon leur importance, ont plus ou moins de chances de tomber à l'examen. Les questions vertes, les miennes, elles tombent toujours à l'examen. Parce que les questions que je pose qui ont la couleur verte, ce sont les questions fondamentales qu'ils n'ont pas pensé à traiter. Et donc moi, en innovant en pédagogie, je ne peux pas me permettre que des questions fondamentales ne soient pas traitées lors du cours. Ici, par exemple, vous avez un étudiant qui est en train d'expliquer un mécanisme biologique assez complexe à d'autres élèves. Et puis, c'est intéressant parce que moi, étant l'élève de la classe, je peux me glisser dans un cours et répondre à une question. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cet étudiant qui explique aux autres ce qu'ils ont travaillé en classe, parfois, en face de lui, il a un élève plus fort qui lui dit « Mais vous vous êtes trompé, il y a une erreur ». Et donc, un étudiant qui est là pour écouter ce qu'un autre lui explique, parfois dit « Mais non, il y a un problème, je ne comprends pas ». C'est vraiment intéressant parce que quand j'ai 80 étudiants devant moi, j'en ai au moins une vingtaine qui ont un très bon niveau. Et puis peut-être une vingtaine d'étudiants qui ont un niveau plus faible. Et donc, les erreurs qui peuvent être commises pendant le cours, ça m'arrive de les repérer, bien sûr, mais les élèves entre eux les repèrent. Et quand un élève de bon niveau s'aperçoit qu'une connaissance a été mal transcrite, il est le premier à corriger. Et alors, j'ai un système de points de valorisation, je terminerai avec ça en vous le montrant, qui permet aux étudiants d'être gratifiés lorsqu'ils décèlent des erreurs ou lorsqu'ils permettent de créer un dialogue entre un groupe sur une notion de génétique. Voilà, donc ici, vous avez du présentiel, il y aura un peu de distanciel. Les étudiants construisent le cours, mais ils construisent aussi les questions d'examen. Donc, on travaille sur 12 chapitres, on a 12 équipes, 12 chapitres à peu près. Quand j'ai que 6 chapitres, je demande à 12 équipes de les produire en double. Ce qui est très intéressant, c'est que les étudiants vont écrire toutes les questions qui vont tomber à l'examen. Donc, il n'y a aucune question à l'examen qu'ils ne connaissent pas. Autrement dit, les étudiants construisent le cours, le contenu du cours, mettent des illustrations, introduisent des liens, utilisent l'IA, et ils utilisent même l'IA pour écrire, formuler des questions. Le jour de l'examen, ils auront le cours, leurs questions, accès Internet, ChatGPT, sauf que le jour de l'examen, je ne vais pas contrôler leur niveau de connaissance, je vais contrôler la mobilisation des connaissances. Autrement dit, quand un étudiant me pose une question et je n'ai pas la réponse, je lui dis « Je ne peux pas répondre à ta question, mais comme je suis chercheur et biologiste, je suis capable d'aller chercher la réponse. » Ou alors, je suis capable de trouver la personne qui peut trouver la réponse. Exactement la situation qu'il aura en entreprise. Parce qu'en entreprise, il n'y a aucun employeur qui va le payer pour restituer de manière identique les connaissances que l'on connaît. D'autant plus que maintenant, il y a l'IA et c'est un peu plus facile. Alors, j'ai aussi introduit,
parce que ma start-up, c'est quand même une start-up à mission, hein, elle a une œuvre sociale. J'ai introduit un processus démocratique. Donc les étudiants peuvent trier, choisir les niveaux de questions. Donc par exemple, quand 80 étudiants, et c'est arrivé cette semaine, me posent 80 questions et que j'ai pas le temps de leur répondre, parce que figurez-vous que c'est moi qui les envoie au tableau, hein, puisque je suis le seul élève. Quand on envoie un élève au tableau, c'est toujours pour ma pomme. Donc j'ai intérêt à répondre à leurs questions. Mais 80 questions, c'est pas possible. Donc les étudiants vont voter et par vote pondéré. Et moi, par exemple, le jour du cours, si on m'envoie au tableau et que j'ai 30 minutes pour répondre à 10 questions, je vais choisir le top 3 des questions qu'ils ont choisies. Donc ils savent que s'ils veulent des explications plus complètes, ils ont intérêt à poser des questions pertinentes et à voter pour ces questions. Voilà. Donc une question de type « à quoi sert l'ADN ?» ça n'arrive jamais en top 5. Par contre, des questions sur les vaccinations, les virus et autres, ou des structures, là, on arrive à les traiter. Alors, comme dans une entreprise moderne, on a du télétravail. Il y a du présentiel et du télétravail. Alors, au départ, c'est pas moi qui ai choisi ça. C'est un peu le coronavirus qui m'a poussé, comme vous. Et donc, j'ai créé des systèmes d'exercice en ligne. Ça n'a pas été facile, hein. D'ailleurs, ça a été facile pour personne, le confinement. Par contre, un enseignant qui fait du collaboratif et qui demande à ses élèves d'être le prof, quand il se retrouve sur des plateformes en ligne où tous les étudiants sont seuls chez eux, ben, il a fallu se creuser un peu la tête et utiliser des plateformes de type Zoom, Teams, BBB et autres qui permettent de faire de la plénière et du collaboratif. Donc, depuis qu'on est revenu en présentiel, beaucoup d'enseignants, de formateurs se sont remis à la méthode précédente. Ah, on est sorti du tunnel. Mais d'autres enseignants se sont dit, tiens, les types d'exercices qu'on a créés en distance, certains d'entre eux peuvent être utilisés. Et par exemple, moi, j'ai créé avec mes étudiants, parce qu'ils participent aussi aux idées, on a créé des typologies d'exercices en ligne qui fonctionnent tellement bien qu'on continue à les exercer alors qu'on est en présentiel. Donc, je vais dire 3/4 de ma classe, c'est du présentiel, et 1/4 de ma classe, mes étudiants travaillent à distance. Enfin, puisque je suis devenu le CEO de ma petite start-up, et non plus le prof de génétique, eh bien, il faut les payer. Tout travail mérite salaire. C'était une des premières réflexions au début, hein. Quand je leur ai dit, c'est vous qui faites le cours et moi qui suis l'élève, vous faites tout, je ne fais plus rien. Il y en a un qui a levé le doigt en me disant, qui sera payé dans l'histoire? Donc finalement, comme l'école m'a soutenu et que ma classe est devenue une start-up, eh bien mes étudiants sont payés. Et pour cela, j'utilise un logiciel extrêmement perfectionné, ça s'appelle le fichier Excel. Donc j'ai un fichier Excel, et puis je travaille par équipe, j'ai des colonnes, et dans chaque type de colonne, j'ai mis des types de compétences, des types de livrables, ce qui fait que j'ai abandonné la note sur 20. J'ai abandonné l'évaluation sanction. Parce qu'avant, quand j'avais des élèves classiques, et que même si je leur mettais un 18 sur 20, il fallait expliquer pourquoi j'avais retiré 2 points. Et donc, même un élève qui avait 18 pouvait être triste d'avoir perdu 2 points. Ici, il n'y a pas de problème. Les élèves sont payés à chaque cours. Donc, chaque colonne correspond à des activités. Et donc, quand les étudiants sont présents, quand les étudiants travaillent, quand les étudiants produisent, écrivent, et même quand les étudiants se trompent, j'ai introduit l'erreur dans la pédagogie. Autrement dit, si un élève prend la parole et explique un mécanisme qui est faux, je ne le corrige pas. Par contre, je regarde, ça déclenche un débat. Je pose une question. Tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à partir du moment où moi, devenu l'élève, je pose une question ou j'émets une remarque, les oreilles des autres étudiants se dressent en se disant, là, il y a un blême. Par contre, tout ce qui fonctionne, qui est correct, je n'interviens pas. Et donc, quand un étudiant se trompe et que l'erreur permet de déclencher un dialogue, une réflexion, non seulement les élèves qui résolvent le problème ont des points, mais celui qui a amené l'erreur a des points. Donc, ils n'ont aucun problème. Ils s'expriment quand ils veulent. Ils se disent, c'est une bonne réponse, j'ai des points. C'est une mauvaise réponse, espérons que les autres réagissent. Et il y a toujours cette réaction. Voilà. Et donc, à la fin, si vous voulez, j'ai ma grille des salaires. Donc, ça ressemble à Manhattan, chaque étudiant étant un building. Alors peut-être que le plus productif d'entre eux, c'est l'Empire State Building, et puis il y a la petite cabane au Canada qui est l'élève qui a du mal à suivre. Mais en fait, les étudiants s'enrichissent à chaque cours.
Là aussi, c'est motivant pour eux. Parce qu'un étudiant qui n'a des interrogations que de temps en temps, sa moyenne scolaire, elle monte pas, elle ne bouge pas d'un cours à l'autre. Par contre, moi, dans chaque cours, ils s'enrichissent. Ils sortent toujours plus riches de mon cours que quand ils sont rentrés. Un collègue m'avait dit, c'est un peu comme si tu avais créé le bitcoin de la génétique. En fait, c'est ta monnaie virtuelle et puis ils s'enrichissent. Pour l'instant, ils ne s'échangent pas la monnaie entre eux. Alors, comme il y a beaucoup de notes collaboratives, on va dire les 80% de ma note de contrôle continu, c'est collaboratif. Il y a des bonus, hein, parce qu'il y a des salaires, mais j'ai mis aussi un système de primes. Donc, ils ont un salaire collectif. Les étudiants ont des points par équipe. Même celui qui n'a rien fait dans l'équipe marque des points. Alors, ils trouvent ça injuste. Alors, je leur dis, c'est aussi mon rôle d'éducateur de vous préparer à la vie qui est injuste. Et donc, je ne peux pas vous aseptiser. Donc, si vous acceptez aujourd'hui qu'un élève ne fait rien dans votre groupe, demain, je vous plains dans votre boulot si vous allez travailler à la place des autres. Donc, les élèves se contrôlent entre eux. Et si un élève veut rentrer, sortir, parce qu'il n'y a pas de pause, le cours dure 2 heures non-stop, ils peuvent rentrer, sortir, s'organiser comme ils veulent, ils se demandent la permission entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que pour éviter qu'il y ait une injustice trop forte, j'ai quand même réussi à détecter les passagers clandestins, c'est-à-dire les étudiants qui profitent du groupe pour avoir une bonne note. Et là, j'ai adapté un test d'entreprise que vous connaissez sans doute, qui s'appelle le 180 degrés, mais j'ai complètement adapté au mode éducatif. Et ça permet aux étudiants de repérer les autres étudiants dont ils ont la perception qu'ils contribuent moins. Et moi, je compare leur perception à la mienne. Donc, ce n'est pas un jugement, hein, ce n'est pas des notes. Je peux vous dire qu'en travaillant avec des histogrammes et ce 180 degrés transformé, eh bien, ça fonctionne. Voilà. Et je termine en expliquant que cette classe transformée en start-up, elle est aussi rentrée depuis le début en démarche qualité. Alors, on n'est pas ISO 9001 ni autre type de labellisation, mais on a créé un système d'évaluation. Après tout, puisque mes étudiants sont les profs et que moi je suis l'élève, ils vont noter mon cours et me noter à chaque séance. Donc, à la fin de chaque séance, quand ils sortent, je suis évalué. Tous les cours depuis 12 ans. Et donc, c'est une évaluation très simple. Ils sont obligés, les 80 étudiants, quand ils sortent de la salle de cours, d'indiquer un point positif et un point négatif. Ils ont adoré la séance, ils doivent trouver un point négatif. Ils n'ont pas aimé du tout la séance, ils doivent trouver un point positif. Donc, en démarche qualité, je récupère à chaque cours des exercices, des idées qui leur conviennent, et puis les points qui posent problème, eh bien, je les transforme sur le cours suivant. Donc, ils sont motivés parce qu'ils savent que c'est une véritable innovation. Et quand on parle d'innovation, il faut toujours tenir compte du feedback de l'utilisateur. Il n'y a jamais d'innovation sans usage. Donc, la classe renversée, c'est pas une idée créative, en fait. La classe renversée, c'est une innovation pédagogique parce que les étudiants participent aussi en contribuant à la modification de la méthodologie. Voilà. Donc là, c'est plus facile pour moi parce que je joue à la fois le rôle du modérateur et du speaker, donc je peux bien contrôler le temps. Il reste 59 minutes. C'est un chiffre normal pour un gars du Nord, hein. 59 minutes. Et donc, ça va être un peu compliqué de répondre à vos questions. Je peux répondre à une ou deux questions de manière très courte. Et je suis là toute la journée pour répondre à vos questions dans le salon. Et normalement, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je dédicace des ouvrages. Mais je ne suis pas venu vendre des bouquins. Je dois dédicacer des livres parce qu'on me l'a demandé dans un stand. Voilà. Peut-être une question. Il y a un micro. Oui. Merci. J'étais en train de vous imaginer au milieu de votre douzaine d'équipes. En fait, comment vous faites? Vous n'êtes pas omniscient. Comment vous pouvez contrôler qui fait quoi? Vous avez votre tableau Excel? Alors, je ne contrôle pas. Hein. J'ai mes 12 équipes. Je ne contrôle pas. Je passe, ils me sollicitent. Je note surtout les productions. Par contre, sur certaines typologies d'exercices, je repère, parce que j'ai un trombinoscope, je repère. C'est-à-dire que je ne passe pas 2 heures à contrôler point par point. Donc, il y a des séquences. Et donc, si vous voulez, sur 2 heures de cours, le contrôle, je le fais essentiellement quand je récupère les notes, enfin les productions, parce qu'ils produisent. Hein, j'ai pas eu le temps de tout expliquer. J'ai un blog, j'ai une chaîne YouTube, vous pourrez regarder. Et si vous m'envoyez un mail, il y a mon adresse mail, je vous enverrai tous ces liens et vous pourrez voir. C'est pas pour fuir la réponse, mais j'aurai pas le temps d'expliquer en détail. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour, je suis Elisabeth Depardieu, je suis DRH en freelance.
Et je trouve ça très intéressant. J'aurais eu plein de questions très pratiques, mais en fait, j'en ai une qui me vient plus rapidement. C'est qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que vous avez appris de ça? Ouais, merci pour la question. Il y a 1 an ou 2, je faisais une conférence de ce type-là, et puis j'avais dit la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Et puis il y avait un participant qui avait tweeté, maintenant on dirait il avait xé, je sais pas, il avait tweeté la meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre. Et au début, je me suis dit mais il s'est trompé, il a fait une inversion. Mais en fait non, c'est une autre vérité. La meilleure façon d'enseigner, c'est d'apprendre, d'accepter aussi d'apprendre des autres. Et malgré le fait que tu peux être spécialiste depuis 10, 15, 20, 30 ans dans un domaine, moi, ils m'apprennent chaque fois des choses incroyables à chaque cours. Et surtout depuis qu'il y a l'IA, surtout depuis qu'il y a le numérique, ils m'apprennent des notions vraiment hyper importantes. Avant, quand je sortais d'un cours, j'étais fatigué, mais pas plus intelligent, voire plus bête. Tandis que maintenant, quand je sors d'un cours, il y en a toujours 1 ou 2 qui m'étonnent, et donc on apprend beaucoup. Et puis on le partage aussi. Dans les tables rondes qui ont eu lieu ici, dans la matinée, on a parlé de communauté apprenante, de partage, que ce soit en entreprise ou dans le monde éducatif. Eh bien, apprendre, la communauté apprenante. Si vous apprenez tout au long de votre vie, ben vous vieillissez moins vite dans votre cerveau, et ça, c'est prouvé quand même. Donc en fait, il m'empêche de vieillir trop vite. Je me dis, pendant 25 ans, je me suis un peu nécrosé quand même. Mais là, ça va mieux. Je respire depuis 12-13 ans. Voilà, je ne voudrais pas vous embêter un peu plus parce que vous avez des choses à faire. Je vous remercie pour votre attention.